Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. On se retrouve donc pour la critique de Spider-Man Far From Home, donc le dernier film de Jon Watts, sorti le 3 juillet en France. C'est le 23e film du MCU et il clôture la phase 3, donc on reprend bien sûr après les événements d'Avengers Endgame. Alors donc, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une partie avec spoil et sans spoil. On va bien sûr commencer par la partie non spoil. Alors pour résumer en bref le synopsis, Peter est envoyé avec ses amis en Europe pour un voyage scolaire et il va rencontrer Nick Fury qui va lui proposer de faire des missions avec Mysterio. Donc on nous le présente comme étant d'une autre terre, donc du multiverse, d'où viennent aussi les élémentaux, et donc pendant tout le film Peter va devoir combattre les élémentaux avec Mysterio. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur l'histoire sans spoiler. Maintenant on va dire notre petit avis, bien sûr sans spoiler encore. Antoine, je te laisse la parole, qu'as-tu pensé du film? Trop bien. Non, c'était excellent. En fait, c'est dur de pas spoiler pour le coup parce que j'ai tellement envie d'en dire. Mais pour moi, c'était genre vraiment ouf. C'était tout ce que j'attendais d'un film Spider-Man post-Endgame. Voilà, de l'humour. On rentre pas dans le Marvel Comedy Club. Hein. On voit qu'on s'en rapproche parfois par moments et des blagues peut-être un peu trop lourdes, mais soit c'est l'esprit Spider-Man donc on lui en veut pas. De l'action à revendre et puis beaucoup d'émotions, énormément et une interprétation de Spider-Man et de ses compères absolument magnifique. Rien à dire, Jon Watts a tout compris. Enfin, Marvel Studios a tout compris. Ah bah je te suis totalement, franchement j'ai adoré le film. Je pense que c'est le meilleur film Spider-Man. Après voilà, ça reste mon avis. Tom Holland est incroyable dans le rôle de Spider-Man, il est fait pour ce rôle. Alors, clairement, je suis à deux doigts de le détester. Je haïs Tom Holland de fou. Ouais. Clairement, les scènes d'action sont hyper stylées. On a des éléments qu'on attendait depuis certains films qui sont enfin introduits. On arrive à être surpris. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce que, bon, il y a un twist qui arrive. On voit tous venir si on connaît un petit peu les comics. Mais ils arrivent quand même à nous surprendre à certains moments. Et ça, c'est bien. Honnêtement, c'était très correct. Alors, parce que je pense qu'on parle du même twist. Le twist du film, qui, bien évidemment, si vous connaissez Spider-Man, son univers, c'est clairement pas une surprise. Mais voilà, pour le coup, je trouvais que c'était super bien amené, super bien arrangé avec le MCU. Et il y avait de bonnes justifications. Après, bah oui, c'est prévisible parce que, on connaît. Tu vois, mais je sentais qu'il y avait du public dans ma salle qui connaissait peut-être pas forcément tous les persos de Spider-Man, les méchants, les gentils, etc. Et il y avait de bonnes surprises. En y revenant dans la partie spoiler, parce que je pense que c'est vraiment un des points forts du film, c'est les petits twists plus ou moins importants qui sont, comme dit Daniel Richman, hein, c'est mind-blowing pour le coup. Pour ce qui est des personnages, alors Spider-Man Peter Parker excellent, Tom Holland continue comme ça. Hein. Pour moi, il a plus de preuves à faire. Hein. Il l'avait déjà fait dans Civil War, Homecoming et Infinity War. Ça suffisait très bien pour qu'on le sente crédible. On tient quand même à rappeler que c'est celui qui a le plus incarné Spider-Man. Il y a quand même des gens qui arrivent encore à douter de lui. Soit. Hein. Je comprends pas forcément comment, mais si vous voulez. Là, pour le coup, pour Spider-Man, je pense qu'on est d'accord. MJ. Pareil, excellente, c'est une version peut-être un peu différente, on sent une social justice warrior. C'est pas forcément déplaisant, mais j'aime bien l'alchimie en fait entre Zendaya et Tom Holland. Et ça se reflète très bien à l'écran qui se complète un peu les deux. J'ai bien aimé, sans plus, peut-être ma seule déception c'est que j'aurais aimé que l'amourette, voilà, qu'on utilise depuis un moment, soit peut-être un peu présente déjà dans Homecoming, parce que ça fait vraiment un film, une nana pour lui. Et je trouve ça un peu dommage si on rabaisse un film à un seul love interest, alors qu'on pourrait le faire poursuivre un peu plus en longueur, comme Peggy dans les Captain America, tu vois le genre. Ouais, je vois. Pour moi, c'est peut-être juste ce que j'ai à redire sur le perso. Après, elle est géniale. Ned, toujours aussi drôle, bien évidemment. Ned et Betty, ouais. Ouais, voilà. C'est vraiment ça m'a fait rire, mais c'était quand même assez drôle la façon dont ils se réunissent. Bon, on l'avait dit, ils vont finir ensemble, ça se voyait très clairement. Mais c'était non, c'était assez drôle, sans rentrer forcément dans le hilarant comme on avait pu voir dans certains films où c'était gag sur gag. Thor Ragnarok, Ant-Man, les choses comme ça. Là, pour le coup, ça se maintenait bien du début jusqu'à la fin. Oui, voilà, l'humour est très bien travaillé, je trouve. Et c'est pas dérangeant du tout que pour un film Spider-Man, ça soit drôle. C'est l'essence du personnage. Mysterio, un des meilleurs persos de cette phase 3, un très bon ajout. Jake Gyllenhaal qui est excellent. Puis on reviendra bien évidemment sur sa performance dans la partie spoiler. Vous vous en doutez pour ceux qui ont vu le film pour le coup. Mais si vous ne l'avez pas vu, comme d'habitude, foncez bien évidemment. Moi je le place, j'ai préféré vraiment Far From Home que Homecoming. Et dans mon top de l'année, je vais dire Endgame, Spider-Man, Captain Marvel. Ouais, j'ai le même classement, je pense que Spider-Man est juste derrière Endgame.
Après voilà, comme j'ai dit par rapport au film Spider-Man tout à l'heure, je pense qu'on réagit à chaud aussi. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est meilleur que Spider-Man Into the Spider-Verse quand même. Après c'est le ressenti avec voilà les connaissances qu'on a, l'amour qu'on porte au personnage. Il y a plein de choses qui font qu'on adore ce film, que d'autres vont probablement le détester. Et il y en a beaucoup qui s'enflamment en ce moment parce que non, Spider-Man 2 est meilleur, chose comme ça. Libre à vous de penser ce que vous voulez, mais n'imposez pas votre pensée aux autres. Ouais voilà, et en plus on va y revenir dessus, mais je trouve qu'il y a des thématiques assez similaires à Spider-Man 2. Et pour moi, il a mieux été géré dans ce film. Voilà, puisque on en rigole à chaque fois, surtout moi, je me moque souvent des critiques, des choses comme ça. Mais c'est de l'humour, je suis pas là pour descendre quoi que ce soit. Si vous n'aimez pas Tom Holland en Spider-Man, très bien. Après, ne venez pas non plus dénigrer le travail qu'il fait. Il faut quand même remettre les points sur les i. Bon, pour le coup, je pense qu'on a tout dit à ce niveau-là. Et puis on passe à la partie spoiler. Oui, je pense qu'on a tout dit, donc en bref, voilà. On a beaucoup aimé ce film. On vous conseille vivement d'aller le voir et donc de quitter cette vidéo si vous n'avez pas vu le film. On passe à la partie spoiler. The costume looks great! She knows. I told her. He didn't tell me. I figured it out. Du coup, on entame cette partie spoiler, je pense, avec la plus grosse partie de la critique. On va parler de Mysterio, bien évidemment. Je pense que vous aviez compris déjà. Alors pour le coup, il est génial, voilà, c'est un des meilleurs méchants du MCU à ce jour. La phase 3, il y a eu très peu de déceptions, je trouve. Peut-être après Ghost de Ant-Man and the Wasp, je considère pas trop ça comme un antagoniste. C'est le leitmotiv, on peut le comprendre, mais c'est pas réellement un méchant pur, voilà, qui veut aller à l'encontre du protagoniste pour le faire chier. On va dire les choses très clairement. On a eu Thanos, on a eu Hela, Killmonger, Mysterio, et puis Ego, j'en passe, c'est des meilleurs, bref. Vous m'avez compris. Ouais, donc Jake Gyllenhaal, c'est une pépite. De toute façon, moi j'adore l'acteur de base. Et là, la façon dont il interprète Mysterio, c'est excellent. Enfin, clairement, c'est ce qu'on en prédisait au final. Le fait qu'il joue un rôle pour se sentir, pour se faire valoir plus puissant, être le renouveau des super-héros sur Terre. Rien d'étonnant juste ici. Si ce n'est le fait que ils utilisent la technologie que Stark avait montrée dans Civil War pour ses crimes, bah c'est bien trouvé au final. Bah ouais, c'est plutôt cool de réutiliser une technologie qu'on a apportée dans Civil War, donc qui au premier abord on pense que c'est juste voilà pour faire beau, faire joli, montrer, hop, on fait une scène de flashback. Stark qui gravite toujours autour de Peter, donc dans Spider-Man Homecoming on avait pu voir que c'était le vautour, donc qui devait travailler sur un ancien vaisseau Chitauri, tout ça, qui a été renvoyé par Stark. Maintenant c'est les anciens employés, donc on a le mec de Iron Man 1. Donc c'est bien utilisé, hein, c'est vraiment... on l'avait pas vu venir quoi. Ouais, c'est insane. Ça fait un peu voilà comme Martin Starr qui incarne le professeur, qui était déjà présent dans l'Incroyable Hulk. C'est des petits trucs comme ça, des petites attentions toutes particulières qui sont vraiment agréables. Et je suis très content qu'il y ait un peu cette réutilisation. Certains sont un peu saoulés parce que tout tourne toujours autour de Stark, machin, patin, coffin. Enfin bon, c'est censé quand même être ce qui nous marque pour le coup, comme Gwen Stacy a pu marquer dans les deux films de Amazing Spider-Man, comme l'oncle Ben a pu marquer dans la première trilogie. Il faut trouver une figure en fait qui soit importante pour Peter, et puis qui le guide et qu'il fasse de lui un homme. C'est ça, oui, c'est l'oncle Ben qu'on n'a pas vu dans les films, quoi, c'est son mentor, donc bon. Pour moi, je trouve que c'est une bonne justification, surtout qu'on rentre pas encore dans la réédite où on va dire que l'oncle Ben est mort, machin, encore une fois. Enfin, c'est chiant. Au final, ça nous aurait fait chier de juste revoir ça. Ça aurait pas grandement servi à grand chose, alors que Iron Man, voilà, il y a le côté super-héros, et puis il y a le côté Tony Stark. Le génie, donc je trouve ça joue vraiment sur les deux tableaux, mais c'est assez cool. C'est ça, ouais. Après, un autre truc par rapport à Mysterio, j'ai trouvé ça hyper intéressant que justement, il nous montre les tenues de caption, donc de CGI, que les vrais doubleurs utilisent. Ouais, en mocap et tout, ouais. Ça rend vraiment le truc hyper réel et c'est un petit clin d'œil quoi, mais bon, je trouve ça assez stylé. Et aussi l'explication par rapport au drone, donc comment Mysterio arrive à faire des illusions, tout ça, bah j'ai trouvé ça crédible en fait. J'attendais une explication tout le film, comment ils allaient expliquer que voilà, il y a des illusions de ça, bah franchement j'ai cru. Bah c'est loufoque, on rentre encore une fois dans la destruction de masse, hein, que ce soit à Venise, à Prague ou à Londres, surtout à Londres. Mais bon, en soi ça va, c'est entre guillemets cohérent, on le voit à un moment coordonner des drones pour détruire des trucs, c'est pas illogique. Ouais. Donc excellent point, pour moi si ce n'est, je pense vraiment que c'est mon méchant préféré après Thanos pour le coup. Genre l'interprétation qu'il en a fait, se réapproprier vraiment ce personnage qui est particulier, voilà, et changer un petit peu son histoire pour l'adapter au MCU. C'était vraiment très très cool, très très bien pensé. Et on va le voir, mais ça fout aussi pas mal la merde pour la suite. Ah oui, mais clairement, les scènes d'illusion,
elles sont incroyables. C'est même dans Doctor Strange, je trouve que c'était pas aussi prenant quoi. Là vraiment, t'avais de la tension, il se prend quand même un train dans la gueule. C'est bien joué les scènes d'illusion, c'est tout ce qu'on attendait. Bah oui, alors c'est le premier truc que j'ai dit en sortant de la salle pour le coup. C'est les scènes d'illusion. Pour moi, c'est du caviar. C'était tellement bien fait, tellement excellent, et qu'en fait c'était vraiment prenant. Et tu vois, j'aurais vraiment aimé en voir encore plus, même si on avait pas mal pour le coup. On a quand même été assez gâtés. Il y avait un petit peu ces ressorties parfois où illusion, monde réel, quand je sais pas, il heurtait quelque chose, même quand il se prend le train pour finir aux Pays-Bas. Ouais, sur toute la scène, ils m'ont eu. En plus, je pensais vraiment que c'était Fury à la fin, vu qu'on l'avait vu rentrer dans le bâtiment, tout ça. Mais Ouais. ils ont réussi à m'avoir sur ça, quoi. Et voilà, forcément, comme on en avait parlé, je crois que c'est dans le du dernier trailer, Mysterio qui utilise la mort de Tony pour atteindre Peter et le faire se sentir une merde, voilà, pour l'anéantir jusqu'au bout. Bah, c'était très bien trouvé, puisqu'on a eu droit à une superbe scène, je trouve, assez émotive entre Happy et Peter, où Happy vient le chercher aux Pays-Bas, ce qui est vraiment du père. et voilà, tout ce dialogue en mode, bah, je mérite pas, tu vois, Tony il a fait trop d'efforts pour moi, alors que moi je suis un débile qui va donner l'arme ultime à Mysterio au bout de 10 minutes, quoi. Bah voilà, il a eu sa naïveté qu'on connaît à Peter, quoi. Bon. Donc il y a toute cette interrogation du je mérite pas d'être Spider-Man machin. On sent un peu venir le délire du je m'arrête là, un peu peut-être un parallèle avec Spider-Man 2 où voilà Peter aussi raccrochait le costume à l'époque pendant un moment. Ouais, bah moi c'était par rapport à un autre truc que je trouvais justement une similarité avec Spider-Man 2, c'était dans la perte justement le Spider-Sense, donc le Peter Jingles en anglais, donc la petite antenne en français. Donc dans Spider-Man 2 il perd ses pouvoirs je crois parce qu'il est triste, un truc du genre. Et là c'était vraiment parce que son mentor est mort quoi. Du coup je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de plus important que dans Spider-Man 2 qui était pas très bien géré la perte de pouvoir. Ouais. Et du coup là il arrive à les retrouver, enfin il retrouve son Spider-Sense, donc c'est une chose qu'on attendait aussi depuis quelques films, face à Mysterio, donc dans ce genre de couloir où il y a une scène d'action encore incroyable, franchement ça nous prend vraiment au sentiment la scène d'action, elle est ouf. Elle est excellente, clairement c'est insane. Même le délire quand Mysterio veut le tuer et qu'il arrête le flingue, j'étais en mode voilà, on a notre Spider-Man ultime. Ouais, là aussi j'avais pas vu venir. Mais pour revenir donc oui en français, c'est sa petite antenne. Bon, c'était un peu ridicule. La VF aussi de bonne qualité pour le coup. Il y a quelques changements de dialogue, surtout pour la scène post-générique. Ça a son importance entre guillemets, j'y reviendrai plus tard. Mais pas plus dérangeant que ça m'a pas sorti du film. Non, c'était plutôt cool. Après voilà, moi je suis plus un adorateur de la VO. Donc bon, j'attendrai le Blu-ray ou alors je vais encore casquer 15 balles. Mais Voilà, du coup, après on peut revenir aussi sur la dernière scène du coup de Mysterio, donc la scène post-générique. Alors attention, au bas mot, on peut dire la meilleure scène post-générique probablement de tout le MCU. Clairement, et du coup, on a Mysterio donc qui piège Peter, donc pendant l'attaque, Peter dit exécutez-les tous pour exécuter justement les manœuvres afin de désactiver les drones. Et Mysterio fait un petit montage pour montrer en mode c'est lui qui va tuer tout le monde. Il dévoile donc l'identité à toute la population de Peter Parker. Et donc ça a posé extrêmement de problèmes. Après on lui dit donc que l'information a été envoyée au Daily Bugle et on a l'apparition de J.K. Simmons. Donc le J. Jonah Jameson des anciens films Spider-Man. C'est sûrement une autre version, mais c'est quand même assez surprenant de le revoir. Alors parce que pour le coup on en a discuté rapidement quand je suis sorti du ciné. Donc très belle scène post-générique, le retour de J.K. Simmons en tant que J. Jonah Jameson. Franchement ils ont fait très fort pour le faire revenir. Parce qu'on savait lui il avait plus basculé du côté de DC pour le coup. On l'avait vu notamment il me semble dans Justice League si je dis pas de bêtises. Et le voir accepter de revenir, bon je pense surtout qu'il en avait envie, c'était un rôle qu'il avait plutôt apprécié. Donc ça fait plaisir. Et voilà, j'espère vraiment que pour la suite Peter travaillera au Daily Bugle, je sais pas. Ça me pose un peu problème, mais voilà, Mysterio révèle donc l'identité de Spider-Man, Peter Parker, sauf qu'on est qu'au deuxième film, et Peter est encore au lycée, un peu trop jeune à mon goût pour qu'on révèle son identité librement comme ça et qu'il y ait des gros méchants qui viennent le bastonner. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour les Sinister Six, parce que bon, s'ils sont que 3, je vois pas trop l'utilité, mais là où ça m'a fait réfléchir, c'est parce que j'avais revu Homecoming il y a pas très longtemps, justement pour me préparer entre guillemets, et la scène post-générique, le Scorpion donc, demande au vautour l'identité de Peter, parce que le vautour bien évidemment est au courant, vous vous souvenez, sauf qu'il refuse de la lui dire. Est-ce que ça voudrait dire que maintenant qu'il la connaît, il va tenter de s'évader de prison, ou du moins faire en sorte de s'évader pour le retrouver? Pourquoi pas? Le fait est qu'on en revient au même point. Pour moi, ça arrive quand même assez tôt dans l'histoire de Peter qu'on lui révèle son identité. Je pense qu'il aurait plus fallu attendre qu'il soit à l'université, qu'il y ait de gros événements un peu qui aient changé sa vie, probablement une mort de MJ, remplacée par Gwen Stacy à l'avenir, comme on en avait déjà parlé, un peu dans ces délires-là. Sinon, j'avais vu une autre possibilité,
c'est pour Spider-Man 3 l'introduction du chacal, avec éventuellement la saga du clone, pourquoi pas. Donc Peter qui va se dire non, je suis le vrai Spider-Man, pour au final laisser la place à Ben Reilly et se dire au final je suis juste le clone de Ben Reilly, et que pour le coup Reilly prenne la place de Spider-Man et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que c'est lui qui va être blâmé, etc. Pourquoi pas. Je pense que ça pourrait un petit peu rectifier le tir. Soit on va nous sortir une Secret Invasion, attention, des grosses guillemets, hein, pas comme dans les comics pour le coup, mais où Talos, puisque maintenant on sait tous que Talos a pris la place de Nick Fury, alors on sait pas pour combien de temps, mais bon, j'imagine que ça fait littéralement depuis le début qu'il le remplace. Donc est-ce que Talos prendrait pas l'apparence de Peter peut-être pour lui sauver la vie à un moment, et qu'en fait il le paye de sa vie, que les Skrulls se disent il faut choisir un nouveau chef, sauf qu'il y a un tyran qui prend la place et se décide d'envahir la Terre. Ça, voilà, ça ferait un petit peu un fer de lance, parce que là on a eu un croisement entre Spider-Man et Captain Marvel, ça pourrait en refaire un à l'avenir pour Captain Marvel 2, ou un troisième. Je pensais à une idée comme ça, c'est peut-être un peu farfelu. Après bon, je suis pas scénariste sur le papier, c'est pas à moi de travailler tout ça. Mais je pense il y a de bonnes bases pour faire d'excellents arcs. Moi je préférais quand même un petit peu la saga du clone, voilà, c'est c'est le cœur qui parle. Mais en vrai, un délire de Secret Invasion dans cet esprit-là, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'ils vont vite désamorcer le truc. Je pense que ils vont prendre un Skrull qui va prendre l'apparence de Peter Parker, il va se mettre à côté. Hop, Spider-Man va faire des trucs ou je sais pas quoi, des étoiles, ça. Et du coup, ça va totalement décrédibiliser la source de J. Jonah Jameson, tout ça, et voilà quoi. Je les vois pas vraiment traîner beaucoup ce truc dans beaucoup de films. Bah, à part, voilà, comme on l'a dit, le Scorpion, y a pas de gros méchants en fait qui soient instaurés à ce jour. Parce que forcément, Tooms, donc le vautour, bah, clairement, il a plus rien contre lui, tu vois, il est arrêté. Il est en mode, bah, il a quand même sauvé ma vie, je lui dois bien ça. C'est mère pour l'honneur, frérot. Mysterio, il est mort, peut-être pas, on sait qui c'est. Mais bon, je pense qu'à mon avis, il est out. D'ailleurs, c'est surprenant quand même que on ait eu plus de méchants qui soient morts là, dans cette phase, que dans les précédentes. Après, c'est beaucoup d'acteurs one-shot, je pense, parce qu'ils sont très utilisés dans Hollywood. Jake Gyllenhaal, Kate Blanchett, et je pense pas qu'ils veulent s'engager dans des suites. Mais on est quand même très content qu'ils aient fait partie du MCU à un moment. Enfin, Jake Gyllenhaal, pour moi, j'étais vraiment refait quand on l'a découvert. Kurt Russell aussi. Ouais, voilà, c'est des mecs, ils ont quand même des CV assez insane. Mais pour revenir donc au côté des méchants, pour moi, là où ça pose un problème, c'est peut-être plus quand on aura éventuellement un Norman Osborn. Hein, parce que, à mon avis, il va vraiment le falloir. Il y avait des rumeurs déjà il y a quelques temps qui couraient comme quoi il arrivait dans le MCU. Et s'il y a bien un méchant, je pense que tout le monde rêverait de voir revenir, c'est le Bouffon Vert, parce que c'est un des meilleurs méchants possibles, je trouve, qui a déjà été fait. Voilà, Dr. Octopus, enfin, je pense, moi pour le coup, j'ai eu ma dose avec Spider-Man PS4. C'est pas du tout le même média, mais pour le coup, je trouve que la représentation était tellement dingue que j'ai pas envie d'en voir forcément plus tout de suite. Alors que le Bouffon Vert, bon, je reste quand même un peu sur ma faim, quoi. D'ailleurs, par rapport à Spider-Man PS4, il me semble que quand Happy récupère Peter donc, aux Pays-Bas et qu'il refait un nouveau costume, Ouais. On peut apercevoir sur la gauche donc le costume avec l'araignée blanche. Alors, c'est exactement ce que je me suis dit. Il faut que je revoie la scène. Dans ce cas-là, c'est très bien foutu. Bon, je suis très content, hein, vous le savez, moi, les petits easter eggs intermédiaires, j'adore ça. Et aussi, quand il prend son téléphone, j'ai pas relancé le jeu, c'est dommage, mais j'ai quasiment l'impression que quand il se prend en photo en train de voltiger, c'est la même pose. Donc, je pense que c'est un petit hommage, voilà, en termes de VFX. Bon, c'est cool, c'est sympa. On avait déjà eu un peu la même dans Into the Spider-Verse. Souvenez-vous, il y avait le costume qui était présent dans la grande penderie du défunt Spider-Man. Donc, bon, c'est des petits easter eggs comme ça, tout mignon. Aussi un autre easter egg concernant un fameux Hydroman. Et bon, forcément, c'est un Elemental, c'était pas le vrai Hydroman, pardon. Mais pour le coup, alors je ne sais plus qui en parle, si c'est Brad, le mec qui souhaite chourer le love interest de Peter. Mais voilà, qui mentionne un certain Maurice Bench, qui serait désormais appelé Hydroman. Alors, dans le film, c'est un hologramme d'Elementals, donc ça a rien à voir, ce n'est pas le réel Hydroman. Mais est-ce que ça nous tisse pas à l'avenir éventuellement quelqu'un qui peut-être se serait senti un peu moqué par Mysterio à n'être utilisé que comme un truc de propagande, quoi. Ouais, c'est possible qu'ils reviennent dans leur vraie version, entre guillemets. Donc, Molten Man, Hydroman, le mec du pont, je ne me rappelle plus de son nom. Et bien sûr, l'homme sable, on va dire. C'est fort probable qu'on les revoie un jour ou l'autre, mais bon, je pense pas que pour l'instant on va se tourner du côté de ces personnages encore. En tout cas, c'est toujours appréciable, hein. On va pas se mentir, c'était quand même assez cool pour le coup. Pour la suite du MCU, pour le coup, moi je trouve que c'était une très bonne conclusion à la phase 3. Voilà, on repart sur de bonnes bases, un Peter qui devient petit à petit un adulte.
c'est très cool. Petite mention aussi pour l'explication du snap en 2-3 minutes. Ouais. On sent quand même que c'est forcé quoi. Après Endgame qu'il fallait expliquer le délire du laps de temps, le fait qu'il y en ait qui ait grandi. Bon c'est compréhensible à ce niveau là, moi j'ai pas vu de problème. Ils font même des petits blagues. Ouais, avec le blip. Le bip voilà. Alors en VF ils appelaient ça l'ellipse, je trouve que c'est plus propre. Mais bon ça aurait été cool qu'ils appellent ça le snap. Bon après je pense pas que tout le monde ait connaissance du délire de Thanos et des choses comme ça. C'est entre guillemets expliqué que les Avengers c'est sauver le monde mais pas trop. Bah, en gros, j'ai vu une interview de John Watts où justement il expliquait cette différence entre le blip et le snap. Donc en gros, le snap c'est quand Thanos a snappé avec ses doigts pendant Infinity War. Et du coup, le blip c'est quand tout le monde est revenu après les 5 ans, donc quand Hulk justement a claqué des doigts. Après voilà, je pense pas que ça a forcément de grosse importance, c'est juste une autre appellation quoi. Sinon, bon, le début du film, j'avoue que quand ça a commencé à partir sur And I Will Always Love You, j'étais en mode putain non, pas un délire à la Deadpool là. Ouais, j'ai pensé à Deadpool aussi. C'est genre ouais, ça aurait été giga chiant. Et en fait bon, c'est un truc qui est présenté au collège, au lycée pardon. Donc bon, ça va, c'est marrant, ça reste dans le contexte avec leur vieux montage bien foireux. C'est assez drôle. Je me suis calmé, je dis je vais pas m'énerver. mais pour la suite, alors honnêtement en méchant, à voir dans un éventuel Spider-Man 3. Alors moi je vous ai déjà donné mes théories entre guillemets, une Secret Invasion, une saga du clone. Je rêverais, je pense vraiment là c'est aussi le cœur qui parle, hein, voir le caméléon. Ouais. Éventuellement qui prend la peau de Peter, comme on a pu le voir dans certains comics et certains dessins animés, pour braquer des banques, des choses comme ça, pour appuyer vraiment son image négative auprès des New-Yorkais et du monde entier. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais il va falloir différents méchants quoi. C'est qu'il faudrait qu'on ait un côté caméléon, peut-être le Scorpion qui cherche à réunir suffisamment de monde, peut-être pas les Sinister Six d'un coup, mais qui se crée sa petite mafia, voilà. Hammerhead, pourquoi pas. Bah moi j'ai ma petite idée par rapport au Sinister Six justement, donc je verrais bien dans le prochain film introduire un ou deux méchants comme on a vu, genre par exemple le Scorpion comme t'as dit, donc les voir se faire rétamer un par un, tout ça, et à la fin Norman Osborn qui débarque et qui dit ok on va faire une équipe, ça va être cadré, et là on va vraiment le fumer quoi. On va se mettre ensemble, ouais. Et du coup aussi peut-être revoir le raft, que ça serve au moins à quelque chose, qu'il y ait justement des Sinister Six emprisonnés dans le raft. Ça peut être une bonne idée je trouve. Un peu, voilà, un peu dans la veine de Spider-Man PS4, hein, où au final, à la fin, vous devez affronter deux Sinister Six à la fois, pour au final vous battre uniquement contre Octopus à la fin. Un peu ce délire là où chacun prend sa part très clairement et se fait calmer. Ouais, je vois bien un truc comme ça. Après, il y a aussi une nouvelle rumeur qui courait il y a pas très longtemps. C'était le fait que Tom Holland ferait 9 films Spider-Man, 3 au lycée, 3 à l'université, 3 en tant qu'adulte. Ouais, j'ai vu ça. Ce serait logique. Alors je pense plus que le prochain ce sera fin lycée, début université. Voilà, que ça va croiser un peu les deux, qu'on étendra peut-être plus sur une grande période. Après, il faudrait faire attention au problème de l'âge, parce qu'on avait déjà reproché ça par rapport au film de Sam Raimi. Mais si Tom Holland va sur ses 24 ans, qu'il tourne le film, et qu'il est encore au lycée, ça va faire un peu bizarre quand même. Ouais, voilà. Parce que bon, c'est vrai que Tom Holland fait jeune, il faut pas trop en abuser les gars quand même, va falloir un peu charbonner. C'est pour ça, moi je vois bien le même délire que pour The Amazing Spider-Man 2, tu vois, on commence sur sa graduation au début, et puis hop, on enchaîne sur ses débuts à l'université. Et il rencontre un certain Harry Osborn. Harry Osborn, Gwen Stacy, plein de persos qu'on peut exploiter encore. Après, ce serait dommage aussi de se débarrasser de Ned pour le coup. Mais je sais pas, peut-être Ned qui devient un méchant par la suite, qui sait. Je vois très mal finir méchant, mais bon, ouais. Non, mais pour le coup, ouais, j'aimerais bien voilà, qu'on ait Harry Osborn, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que Betty Brandt va finir au Daily Bugle, ça c'est quasiment acté maintenant. Bon, elle va juste servir de figure un peu de proue pour Lady Bugle, pour Peter. J'espère qu'il sortira vraiment pas avec, s'il te plaît. Après aussi, si on reste dans le groupe d'amis, il y a Flash Thompson. Donc on a une petite référence dans le film quand Peter a les lunettes dans le bus et qui regarde du coup les messages des jeunes, ça. Et Flash parle à sa mère, je crois. Ouais. Il demande est-ce que ça va bien, ça. Il demande des nouvelles, quoi. Il a l'air inquiet. Et à la fin du film, l'homme qui le récupère, il lui demande justement ma mère n'a pas pu venir et il fait un mouvement de tête en mode c'est un peu chaud là. Donc je sais pas, peut-être qu'il veut faire un arc sur Flash, agent Venom, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, peut-être le faire handicapé. Alors dans les comics, le délire d'agent Venom, c'est que Flash du coup perd l'usage de ses jambes. Il est quand même, je crois qu'il joue au football américain si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même un frérot. Et alors est-ce que c'est le Shield? Je sais plus. Vraiment, je m'en souviens plus là sur le coup. Mais voilà, il récupère le symbiote de Venom qui lui permet d'utiliser ses jambes. Et il intervient un peu partout, notamment auprès des gardiens de la galaxie. C'est avec eux qu'on l'a le plus vu. Donc pourquoi pas un délire comme ça. Après j'avoue que le mec qui joue, comment il s'appelle, qui joue Flash, un peu une tête à claque quand même quoi. Ouais.
Après, je pense qu'ils vont nous le faire passer du côté des gentils, puisque là, c'est juste un petit con, quoi. Il est pas vraiment méchant en soi. Ouais, c'est juste un... Bah, c'est un mec qui veut se montrer, quoi, comme on le voit. Il fait des lives sur Instagram, des trucs comme ça. D'ailleurs, ça aide à pied un moment, hein, justement, pour les retrouver. Ouais, et puis ça, voilà, c'est assez marrant d'utiliser le délire que le mec qui soit sur mode salut chatters, tu vois, et qu'au final il sache où ils sont. Ouais, c'est assez drôle. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment il va réagir par rapport à l'identité de Spider-Man. En vrai, ouais, parce que du coup, la scène du WhatsApp Dickwad était assez marrante. Il est là, il donne tout son amour à Spider-Man. Son compte Instagram, c'est Spidey Fan number one, je crois, un truc comme ça. C'est ça. À mon avis, ça va lui faire bizarre. Autre point aussi, c'est qu'on a eu des scènes enfin de web swinging. Et putain, que ça fait du bien. Enfin, ça m'avait manqué. Les dernières vraiment ouf, c'était dans The Amazing Spider-Man 2. Tu vois, la scène d'intro, je trouve, elle est vraiment pas mal pour le coup. Et là, ils ont fait à peu près un peu le même délire où ils se baladent à Grande Centrale, la gare de New York. C'était vraiment top. Moi, j'ai bien aimé. Très content. Et il passe à travers aussi le fameux immeuble, donc qu'on discute depuis longtemps. Est-ce que c'est pour les Fantastic Four? Est-ce que c'est pour Norman Osborn, donc Oscorp? Ouais. On sait pas dans ce film qu'on en apprendra plus, mais du coup on a eu un petit easter egg aussi, donc tout en bas de l'immeuble, il y avait des genres de travaux avec 1, 2, 3 et un point d'interrogation en dernier chiffre. Et qu'est-ce qui vient après ce nombre? Donc bien sûr c'est le 4. Mais du coup, j'ai lu comme quoi c'était des travaux à New York, donc c'était juste un simple hasard pour le coup. Mais bon, c'est peut-être un historique quand même, hein, je sais pas. Alors pour le coup, je pense, c'est facile de monter dans Spider-Man. Pour moi, le plus logique, ce serait de monter Oscorp, quoi. C'est le plus logique, surtout qu'il faudrait une grande puissance de la technologie après la mort de Tony Stark. Donc Stark Industries existe toujours, mais bon, je suis désolé, Pepper c'est pas une génie, quoi. C'est ça le problème. Ah bah non, elle gère juste l'économie de l'entreprise, quoi, depuis Iron Man 2. Donc il faut, je trouve, quelqu'un qui puisse contrer Stark Industries en termes de création, parce qu'ils ont quand même le MIT dans la poche, ce qui fait qu'ils ont des petites inventions dans ta gauche. Moi je vois plus, je vois plus Oscorp arriver. Les 4 fantastiques, pas pour tout de suite. Bah sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On peut parler de la deuxième scène post-générique avec le Sword. Ouais. Alors donc à la deuxième scène post-générique, on voit Fury et Maria Hill, donc ils sont dans une voiture après leur mission avec Spider-Man. Donc ils sont en mode putain comment on a pu se faire berner et tout ça par cet homme mystérieux, tout ça. Et du coup on voit que c'est Talos et Soren donc qui ont pris l'apparence de Fury et Maria Hill. Et du coup juste après on voit Fury donc qui est dans un paysage qui ressemble à Tahiti. Donc ça m'a fait penser à Tahiti, justement la petite référence à Agents of Shield avec Phil Coulson tout ça. Ouais j'ai pensé à ça. Ouais. Et donc c'était d'un genre d'hologramme, je sais pas comment ça marche, il y a une technologie alien. Et du coup il se retrouve sur la base de Skrull. Et donc on suppose que c'est pour le futur l'introduction du Sword, donc il sera le Shield mais de l'univers du coup. Ouais dans l'idée ouais. Parce que pour le coup c'est une alternative au Shield et ça va s'étendre surtout à toute la galaxie. Donc d'autres menaces, comme je sais pas, peut-être un futur Galactus, des trucs comme ça, au lieu uniquement des menaces sur Terre. Est-ce qu'on aura une série Agents of Sword? En vrai ce serait un bon coup de pied dans la fourmilière. Ça serait du gros forcing surtout. Mais ce serait drôle en vrai. Bon. Et du coup pour Nick Fury tu penses qu'il a été remplacé par Talos depuis 2008, donc depuis le tout début, depuis un certain endroit ou justement c'est juste pour le film? Je pense vraiment que c'est quelques fois, hein. C'est pas, pour moi, ça serait trop gros, tu vois, que ce soit vraiment lui depuis le début. Parce que bon, Talos il a comme une famille. C'était très bien fait, le fait qu'on nous surprenne que ce soit pas Nick Fury depuis le début, ça a bien marché. Bon, il y en a plein dans ma salle qui captaient pas ce que c'était. J'étais à 2 doigts de bouillir en fait. Mais voilà, pour le coup, je trouve que a pas trop utilisé quand même, tu vois. Ah ouais. Genre là, Nick Fury, en fait, si c'est des persos vraiment principaux, vraiment. Genre, tu vois, un Captain America Skrull, clairement, je pense que j'aurais fait une descente à New York. Mais pour le coup, Nick Fury, voilà, c'est assez marrant. Enfin, à mon avis, c'est un Nick Fury par intérim. Hein. Parce qu'il se dit, on s'est vu aux funérailles. Est-ce que Nick Fury serait pas allé aux funérailles de Tony Stark? Non, je pense pas quand même. Non, c'est. Franchement, là, c'est gros bâtard si c'est ça. Et du coup, ça pose un petit peu problème du coup pour la Secret Invasion pour l'instant, parce que ils sont pas trop en guerre contre les humains, donc je les vois mal lancer une guerre pour l'instant, du mont Talos. Bah non, là ils font à Miami, très clairement Nick Fury il est en train de se la couler douce sur sa petite base là. Après Fury, on l'a pas revu quand même depuis. Enfin, ça peut justifier, tu vois, le fait qu'il ait été absent de Civil War. Alors, ce serait une justification très rapide, hein. C'est juste parce que soit ils avaient pas le temps, soit ils trouvaient pas de bonne manière à l'intégrer au scénario. Mais voilà, on peut dire qu'après Age of Ultron, ils se sont dit putain les menaces ça se trouve elles peuvent venir d'encore plus loin, faut les prévoir, du coup hop ça part dans l'espace quoi. Mais ouais non moi je kifferais vraiment et voir ça débarquer pour le coup. Ouais, je pense qu'on en apprendra plus pour Captain Marvel. Ouais puisque étonnamment les persos sont quand même assez liés, donc bon à voir. Il y a un moment aussi où Peter prononce le nom Captain Marvel et Nick Fury du coup Talos dit prononce pas ce nom. Ouais alors là pour le coup c'est quand tu te rends compte qu'après
c'est Talos. C'est d'autant plus drôle parce que ça fait limite en mode il la craint de ouf et c'est vraiment pas mal. Sinon quoi d'autre, bah, je pense qu'on a fait le tour pour le coup du film. Vous l'avez compris, c'était excellent. On a beaucoup fait de théorie crafting pour le coup, parce que voilà, c'est un film qui ouvre des portes à un futur on n'est pas trop convaincu. Voilà, on sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir. Mais moi ça me sauce plus que jamais hein, pour le coup. J'avais vraiment peur qu'il y ait une perte d'intérêt pour le MCU après Endgame et après Spider-Man. Et au final, je suis vraiment saucé comme jamais. Alors bon, peut-être un peu moins quand je vois le line-up des films de l'année prochaine. C'est pas forcément des films qui m'intéressent tout particulièrement. Mais il peut y avoir de bonnes surprises. Souvenez-vous, hein, Captain Marvel, moi j'en attendais rien. Et au final, bah, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Oui, c'est clair, des films comme Les Gardiens de la Galaxie qui ont hyper bien marché, qui sont maintenant devenus des stars alors qu'on ne connaissait pas du tout avant. Donc bon, je pense que Marvel Studios va vraiment continuer un peu dans cette lancée de faire découvrir des personnages un peu sombres. Et puis ils vont nous régaler, comme à chaque fois. Il y avait aussi pas mal de références quand Peter était dans l'avion aussi, dans un genre de programme sur une tablette qui regardait. Il y avait Finding Wakanda, il y avait Nova présenté par Dr. Selvig, donc petite référence à Nova justement. Il y avait le Snap, ouais, le Snap, le truc sur Tony Stark. Ouais. De toute façon, Nova, on sait que c'est dans les papiers depuis très longtemps. Hein. Après, il reste plus qu'à le faire. Pour le coup, moi je vois bien le délire que le fait que Xandar, comme ça, a été détruit, il joue là-dessus pour faire débarquer Nova. Peut-être un Nova, peut-être à la sauce, tu vois, un peu Logan. En mode, t'as un vieux Nova qui essaye de donner ce qui lui reste à un plus jeune, mais qui en a rien à faire, quoi. Ouais, je pense qu'il n'y aura qu'un seul survivant justement de l'attaque sur Nova Corp, et qu'il va donner son casque à quelqu'un, un jeune sur Terre, qui va justement devenir le Nova qu'on connaît, quoi. Il y a moyen de faire un truc cool. Après, bien évidemment, vous savez, on travaille pas encore chez Marvel. Perso, j'ai pas encore signé le CDI, là, ça m'inquiète un peu. Mais sinon, très content de ce Spider-Man Far From Home. J'avais des craintes et puis au final, pas du tout, ça s'est très bien passé. Très bon moment et en vrai j'ai tellement envie de le revoir là. C'est genre ouf. Mais voilà. En tout cas, pour moi, pour le coup, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, je pense qu'on a bien parlé déjà. Ça en est tout pour cette critique. On se retrouve très vite pour c'est quoi les news ou peut-être la critique de Jessica Jones. Pas encore tourné, mais ça devrait arriver normalement un peu après. Du coup, moi je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis j'espère que vous avez passé un agréable moment à nous entendre débiter peut-être des bêtises. Je sais pas si vous appréciez. En tout cas pour nous c'est toujours un plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, ciao tout le monde. À la prochaine, salut tout le monde.